La colonne blindée allemande grondait à travers la campagne française. Devant lui s'étendait un labyrinthe complexe de haies et de rangées. Les terres agricoles devenaient le théâtre de la première bataille entre la force d'invasion de Normandie et les défenseurs allemands. Un temps précieux avait déjà été perdu, Hitler, trompé par les renseignements alliés, ayant refusé d'envoyer ses réserves blindées. S'il avait agi plus vite, les milliers de chars et de blindés auraient probablement repoussé les alliés envahisseurs dans la Manche, causant leur mort. Mais il était trop tard. Le combat à venir serait sanglant, les hautes haies favorisant les Allemands. Ils voyageaient de nuit pour éviter les attaques aériennes alliées. Leurs seules forces aériennes ont été brièvement repoussées et le ciel au-dessus était contesté pour la première fois dans la guerre. Mais un nouveau prédateur rôdait dans la nuit, n'ayant pas besoin de lumière pour voir sa proie. Les Allemands, craignant les embuscades des forces aéroportées alliées débarquées avant l'invasion principale qui s'arrêtait fréquemment. Les commandants se sont levés hors de leur trappe de chars pour scruter avec des jumelles et ont écouté du mieux qu'ils pouvaient malgré le grondement de leurs moteurs de chars. L'infanterie s'est empressée de suivre les véhicules blindés, se précipitant dans les haies pour les protéger des équipes de tueurs de chars armés d'armes anti-chars. Le commandant du char de tête a observé la campagne à travers l'obscurité avec ses jumelles. Soudain, il a frappé la tourelle du char, indiquant au conducteur de couper le moteur. Quelque chose n'allait pas tout à fait bien. Il pencha la tête, s'efforçant d'écouter par-dessus le bruit du char à 50 pieds derrière lui. Il n'y avait aucun avertissement. Une lance faite de feu pur a jailli du ciel et a frappé le char de tête, la tête explosive du missile anti-char pénétrant à l'intérieur du char et explosant à l'intérieur du compartiment de l'équipage. Le Panzer a explosé, projetant du métal tordu partout et fauchant plusieurs soldats d'infanterie à proximité. À 5 miles de là, l'hélicoptère Apache américain, un cadeau de voyage dans le temps, s'est légèrement arqué, les pales spécialement conçues tournant à 289 révolutions par minute, déviant une partie du hachage de l'air loin de la direction de voyage de l'Apache, réduisant son signal acoustique. Les chars nazis étaient clairement visibles même à cette distance. Le système de vision nocturne pilote du Modernized Target Acquisition Designation Site de l'Apache fonctionnait en proche infrarouge et combinait une image de visée de toute lumière naturelle ou artificielle disponible sur l'image thermique. L'ensemble entier situé sur le nez de l'Apache pivotait pour regarder où que le pilote regardait. L'ordinateur de contrôle de tir a encadré les chars ennemis suspectés pour une meilleure visibilité pour le pilote. Sans se soucier des véhicules alliés dans la zone, l'ordinateur de l'Apache a été mis en mode de tir libre. Grâce à l'IA, il a vite identifié et ciblé chaque véhicule ennemi indépendamment. L'Apache emportait 16 missiles Hellfire au combat, et il en avait déjà tiré un. L'ordinateur de contrôle de tir alimenté par l'IA attribuait des cibles prioritaires, ayant reçu au préalable des données sur les chars nazis de l'époque. Avec un ton audible, il a alerté le pilote qu'il avait élaboré une solution de tir, un processus qui a pris un peu plus d'une seconde. Le pilote a appuyé sur un bouton de son joystick et un à un, les missiles Hellfire ont rugi dans la nuit. Ils ont rapidement parcouru la distance jusqu'aux chars nazis. Ils n'ont pas eu le temps de réagir, alors que le feu commençait à pleuvoir sur eux. L'ordinateur a considéré la disposition de la colonne de chars, ciblant le dernier Hellfire sur le char le plus à l'arrière, le faisant exploser en un tas fumant de métal carbonisé. Dans l'espace restreint de la route agricole étroite, les chars nazis et autres véhicules blindés étaient maintenant coincés. Des chars détruits bloquaient la voie devant et une épave fumante empêchait toute évasion par l'arrière. Mais l'Apache n'avait pas fini de chasser. Rugissant à plus de 200 miles par heure, l'Apache s'inclina vers le bas et accéléra. Les véhicules en flammes submergeaient l'imageur thermique, mais l'ordinateur de bord les filtrait pour éviter d'aveugler les pilotes. À moins de 2 miles, on pouvait voir les soldats nazis s'enfuir dans les haies. Désespérés, des véhicules quittèrent la route et dévalèrent le talus abrupt de chaque côté, tentant d'échapper à l'embuscade. Les nazis n'avaient toujours aucune idée de ce qui leur était soudainement tombé dessus. Les commandants hurlaient des ordres contradictoires par-dessus les cris des blessés et les hurlements terrifiés des survivants. Certains croyaient qu'ils étaient tombés sur un champ de mines déclenché à distance et ont ordonné à leurs véhicules de quitter la route. D'autres pensaient qu'ils étaient sous le feu de l'artillerie et ont ordonné à leurs hommes de fuir vers les champs voisins. Aucun ordre ne changerait ce qui allait se passer, car la technologie de pointe des hélicoptères d'attaque américains du XXIe siècle descendait du ciel nocturne.
Fixé sous le nez de l'Apache, le canon à chaîne M230 ronronnait à la vie, entraîné par une chaîne alimentée électriquement. Asservi à la visière du pilote, tout ce qu'il avait à faire était de regarder une cible pour tirer dessus. Le canon a commencé à expulser des obus explosifs de 30 mm à un rythme de 625 obus par minute en rafales staccato bruyantes. Le premier passage a mitraillé le convoi sinistré. Les obus de 30 mm seraient largement inutiles contre un char moderne, mais contre les 80 mm d'épaisseur de l'armure frontale d'un panzer nazi, les obus ont commencé à porter des coups paralysants. Les obus explosifs ont percé la mince armure de la tourelle et mutilé les soldats à l'intérieur. Les semi-chenillés blindés ont très mal résisté, le canon de l'Apache les réduisant en épaves fumantes. Malgré un choc initial face à l'avion américain haute performance qui semblait défier la gravité, certains des soldats ennemis ont reconnu la menace. Un petit nombre a riposté avec des mitrailleuses lourdes montées sur véhicules ou des fusils alors que le redouté canon de l'Apache revenait pour une nouvelle attaque. L'Apache constituait cependant une cible difficile et le blindage en titane autour des pilotes et des systèmes critiques clés a facilement dévié les quelques tirs précis. Les rotors eux-mêmes étaient difficiles à toucher, compte tenu de la vitesse à laquelle ils tournaient, mais l'Apache pouvait survivre même à des dommages modérés sur les rotors eux-mêmes. Sa meilleure défense restait une attaque fulgurante d'une extrême rapidité. Avant que les artilleurs ennemis ne puissent ajuster leurs tirs, l'Apache les survolait, déjà agile. L'hélicoptère pouvait faire demi-tour sur un sou et même voler à reculons. Son canon monté sur le nez crachait une mort ardente à un rythme régulier sur tout nazi assez brave ou stupide pour rester et combattre. Il ne fallut pas longtemps avant que le convoi ne tombe silencieux, les véhicules soient morts ou abandonnés, et les quelques âmes courageuses qui ont essayé de riposter se sont transformées en fines nuages de brume rose par les obus à haute explosion. Les soldats nazis se sont enfuis dans les champs voisins, sautant dans les buissons et tout abri qu'ils pouvaient trouver. Quelque part en haut, l'Apache chassait toujours, sa peinture noire le rendant invisible contre le ciel nocturne. Mais les champs en dessous étaient aussi visibles pour les pilotes américains que s'il s'agissait d'un midi éclairé, les signatures thermiques des soldats nazis clairement visibles contre le sol frais. Dans le temps du pilote lui-même, l'Apache avait excellé exactement dans ce type de combat. Plus d'une fois, un convoi ou une patrouille amicale s'était égaré dans une embuscade de combattants moudjahidines. La nouvelle génération avait été formée par des vétérans aguerris de la guerre soviéto-afghane. Ils ont utilisé ces connaissances contre les Américains qui les avaient autrefois aidés. Expertement camouflés parmi les roches et les broussailles, le seul indice de la position d'un embusqué était la poussière soulevée par le fusil ou la mitrailleuse qu'il tirait. C'était l'enfer pour les troupes prises en dessous, tirant souvent désespérément sur des cibles à peine perceptibles. Mais un seul appel radio crypté et quelques minutes plus tard, une paire d'hélicoptères Apache pourrait être en station au-dessus, signifiant la perte pour les embusqués potentiels. La scène ci-dessous, presque 100 ans dans le passé par rapport aux champs de bataille d'Irak et d'Afghanistan, était un peu différente à part le terrain, mais ici, les grands buissons sous lesquels certains soldats essayèrent de se cacher n'offraient aucune couverture contre le système de vision nocturne pilote tout voir du Modernized Target Acquisition Designation Site. La chaleur corporelle des soldats nazis était clairement visible, et une brève rafale du canon 1230 a transformé un groupe de soldats se blottissant en morceaux. Situé au-dessus de l'ensemble de lames, le radar Longbow AN-78 de l'Apache est principalement utilisé pour le suivi et la cible des menaces au sol. Mais le radar a également la capacité de suivre des cibles lentes volant à basse altitude, comme d'autres hélicoptères et drones. Une série de bips alerte rapidement l'équipage d'une paire de pistes aériennes qui se rapproche rapidement. À 342 miles par heure, le Messerschmitt Bf-110G était un redoutable chasseur nocturne nazi, optimisé pour semer le chaos dans les formations de bombardiers alliés. Cependant, cette vitesse était bien inférieure à celle des jets de combat modernes, même subsoniques, mais bien dans la portée de détection du radar Longbow de l'Apache. S'il avait été armé de missiles Sidewinder, l'Apache aurait pu facilement abattre les deux chasseurs nazis entrants avant même qu'ils ne réalisent qu'ils étaient en danger. Cependant, les chasseurs ennemis ne pouvaient guère qu'aller vers le lieu du carnage. S'attendant à une formation de bombardiers moyens volant lentement et à basse altitude, les Messerschmitts étaient confiants dans leur capacité à balayer le ciel. Ils étaient équipés de 2 canons de 30 mm, 2 canons de 20 mm
et d'une mitrailleuse de 7,9 mm chacun. Les 4 canons tiraient un flux constant d'obus à haute explosion qui déchirait les avions alliés en lambeaux. Le chasseur de nuit le plus réussi de l'Allemagne nazie, les Bf-110G, avaient même leur propre radar embarqué, mais cela n'était utile qu'à courte portée et presque inutile contre l'Apache agile et volant bas. Le rétrodiffusion du sol submergeait les radars embarqués du Bf-110G qui n'avaient aucune capacité à traiter les données entrant. Ils n'étaient adaptés que pour suivre de grandes formations de bombardiers. Même dans ce cas, ils devaient encore être guidés par de plus grands réseaux basés au sol. Les ordinateurs de l'Apache pouvaient facilement suivre les 2 chasseurs entrants. Les Américains ont brièvement envisagé de tenter le premier abattage air-air d'un Apache contre un chasseur ennemi, mais ont rapidement changé d'avis. Bien que techniquement possible, compte tenu des systèmes de ciblage et de suivi avancés de l'hélicoptère, c'était un risque trop grand pour le seul hélicoptère d'attaque moderne de la Seconde Guerre mondiale. L'Apache a finalement arrêté son attaque. Les 10 minutes qu'il avait passées au-dessus avaient abouti à la destruction quasi totale d'un convoi ennemi entier, comptant 40 véhicules. Près d'une centaine de soldats ennemis ont été tués dans l'attaque, et si l'Apache avait été équipé de ses 76 roquettes Hydra, la destruction aurait probablement été bien pire. Se détachant et se dirigeant vers la mer, l'Apache serait ravitaillé et réarmé pour une autre attaque nocturne demain. L'hélicoptère d'attaque américain ne pouvait pas gagner la Seconde Guerre mondiale à lui seul, mais il pouvait frapper assez fort et avec assez de précision pour rendre une victoire conventionnelle certaine. Découvrez maintenant ce qui arriverait si des Navy SEAL voyageaient dans le temps jusqu'à la guerre d'indépendance ou cliquez sur cette autre vidéo.